Depuis le 28 février, lors de l'opération américaine et israélienne Epic Fury, le conflit au Moyen-Orient fait rage et impacte de manière conséquente les marchés. Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé une série d'attaques à Téhéran, donc sur la capitale de l'Iran, pour abattre des responsables politiques iraniens. Cependant, après ce début de conflit, on a vu l'Iran riposter en bloquant le détroit d'Ormuz, en bombardant diverses bases américaines dans le golfe du Moyen-Orient et impacter directement les marchés financiers. J'aimerais en faire une vidéo premièrement pour vous présenter les performances durant ce conflit au Moyen-Orient. Donc ça va partir du 1er de mars jusqu'au 20 avril. Ensuite, on va aussi comparer ce conflit qui a lieu avec le conflit qui avait déjà eu lieu en 2025, la guerre de 12 jours et l'opération Midnight Hammer au Moyen-Orient, et voir un petit peu quelle est la différence entre ces deux conflits au Moyen-Orient et les mêmes pays qui étaient impactés. Et ensuite, expliquer pourquoi le marché du Forex devient de plus en plus compliqué à trader par rapport aux autres marchés. Ok, donc premièrement, qu'est-ce que la guerre de 12 jours? Donc la guerre de 12 jours, elle s'est déroulée en juin 2025 et donc elle a duré 12 jours. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette guerre? Donc on a vu les États-Unis et Israël menacer une nouvelle fois l'Iran sur leur programme nucléaire, donc leur programme d'enrichissement d'uranium. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout du compte, les États-Unis ont décidé de frapper l'Iran avec des avions B-2. Donc ça avait été assez, on en avait entendu beaucoup parler aux infos. Il y avait quand même eu un certain impact sur les marchés où ils avaient détruit 3 sites d'enrichissement nucléaire iranien. Donc 2 sites sur ces 3 avaient été partiellement détruits et un de ces 3 sites, lui, avait vraiment été détruit, avait vraiment pris assez cher. Ok, donc cette guerre-là avait duré du 13 au 24 juin et ce qui était assez facile, c'était de la trader. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé ce conflit donc de 13 jours facile à trader et qui impacte pas non plus énormément les marchés ou en tout cas avec une direction claire. Donc ça c'est clairement ce qu'il nous faut. Si on regarde un petit peu sur les indices boursiers américains, on voit que sur la période du 13 au 24 juin, le S&P 500 n'a eu qu'une seule direction qui était à la baisse. Bien sûr, c'était des baisses à court terme, mais c'était à la baisse. On voit que sur la période il a baissé. Maintenant, au niveau du pétrole, c'était absolument l'inverse. Okay, une fois de plus, on avait cette décorrélation entre les indices boursiers américains, donc le Riscon, et le pétrole. Donc là, sur la même période de temps, du 13 au 24, on avait le pétrole qui a explosé. Maintenant, si on prend le franc suisse, donc pourquoi le franc suisse est important et intéressant à regarder dans ce genre de période? Parce que le franc suisse, ça va être une devise dite valeur refuge. Okay, donc, elle va faire l'inverse du S&P 500. Quand le S&P 500 monte, on dit que le sentiment risk-on est présent sur les marchés parce que les investisseurs sont averses à prendre du risque. Maintenant, quand le S&P 500 baisse, on dit que les investisseurs ne sont plus averses à prendre du risque et cherchent uniquement de la sécurité. Et la sécurité, ils la trouvent dans le franc suisse, qui est une valeur refuge. Et on voit que le franc suisse a pris aussi en valeur sur ce conflit-là. Ok, une fois de plus, donc le 13, ça doit être juste ici, et le 24, c'est juste ici. Ok, j'avais un premier pic et un second pic. Ok, donc ce qui nous permettait de vraiment prendre des positions durant ce conflit. Si on regarde l'AUD qui fait absolument l'inverse du CHF, ok. Pourquoi? Parce que le Swissy agit donc en tant que valeur refuge. Lui, Aussie, par contre, agit en tant que valeur risk-on, ok. Donc il y a une certaine corrélation avec les indices boursiers américains et le sentiment du risque international, ok. Et sur cette période-là, une fois de plus, on voit que l'AUD, lui, a perdu en valeur. Maintenant, ce que j'avais pu noter, c'était qu'on avait fait affaire à un choc court terme, mais tradable sur le marché d'échange. Okay, là où ça va pas être tradable pour moi, ça va être uniquement des pumps ou des dumps. Okay, ça spike ou ça dump. Donc, tu ne peux pas rentrer, sauf si tu as des ordres limites ou si tu es déjà in en position. Mais par contre, c'est infernal. C'est-à-dire que ça peut me casser des graphiques, te casser des probes setup à cause de mesh ou de choses comme ça. Et là, par contre, je trouvais qu'on n'a pas du tout eu ça. Et je suis retourné dans mon journal de trading en 2025 pour vous montrer la position que j'avais prise. Donc, vous pouvez carrément voir juste en haut à droite là qui a les dates. Donc, 23 juin 2025, j'avais clôturé cette position où je ne devais pas être loin de la clôturer. C'était une position sur Kiwi Suisse. Pourquoi j'avais pris cette position? Une fois de plus, c'était pour spéculer sur, entre guillemets, une continuation de conflit. Ok. Donc, si on regarde un petit peu au niveau du setup technique, donc on devait avoir une grande trendline baissière ici. On avait une counter trendline juste ici, une forme de head and shoulders. On avait cassé, j'étais rentré au break. Et ici, on voyait bien que je m'étais mis à break-even avant le week-end et que là, c'était au moment de l'ouverture de l'open, donc après le week-end, où les bombardements américains avaient eu lieu et le prix est directement descendu. J'avais dû clôturer à ces niveaux-là. Donc, pour moi, ce premier conflit était tradable
Et la première partie du conflit qu'on voit actuellement ressemble fortement à ce conflit. Cependant, là où il va y avoir vraiment un miss, c'est ce qu'on est en train de voir depuis le début du mois d'avril et c'est pour ça que je vais y revenir juste après. Ok, donc maintenant, si on reprend un petit peu ce qui a pu se passer depuis le 28 février, déjà prenons les bases. Le 28 février, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les États-Unis et Israël ont décidé d'attaquer l'Iran pour plusieurs raisons, mais la principale reste quand même le programme d'enrichissement nucléaire iranien. Selon des sources, donc les États-Unis, l'Iran posséderait 460 kilos d'uranium enrichi à 80%. Pour que l'uranium soit utilisable militairement, il faut qu'il soit enrichi à 90%. Et 460 kilos d'uranium enrichi à 90%, l'Iran pourrait probablement et potentiellement créer entre 15 et 20 bombes nucléaires. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont tiré sur beaucoup d'endroits en Iran et par contre, Téhéran en principal. À Téhéran, le guide suprême iranien Ali Khamenei a été abattu, ainsi que d'autres politiques iraniens. Donc, c'était vraiment pour déstabiliser l'Iran et c'est ce qui a marché. Donc, qu'est-ce qu'on a vu au début du conflit et pourquoi pour moi c'était facile à trader? Si on regarde depuis le début du conflit, donc ça a été le lundi 2 mars, ok? Les différentes bombes ont été envoyées le 28 février. Cependant, les marchés ouvraient uniquement le lundi 2 mars. Et entre le lundi 2 mars et le 2 avril, il y avait une seule direction qui était baissière. Ok, donc on était en risk-off. C'était très facile à comprendre qu'on était en risk-off, ou en tout cas, peut-être pas dès le début, parce qu'on sait que les conflits au Moyen-Orient, ça peut être un pump and dump, mais à partir d'ici, c'était assez compréhensible que ce soit fondamentalement et en plus techniquement. Il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs, les gens paniquaient plus qu'ils étaient euphoriques, donc le prix du S&P 500 et des indices boursiers en général baissait. Donc, comment concrètement j'ai pu spéculer sur ce conflit, sur la toute première partie de ce conflit? Donc, si on regarde ma première position du mois, donc qui a eu lieu le 2 mars à minuit, c'est-à-dire que je me suis levé pour faire la session asiatique, c'était une position sur dollar suisse, un achat, parce que d'expérience, je sais que sur les conflits au Moyen-Orient, ce qui va être la valeur refuge principale des investisseurs, ça va pas être le franc suisse, ça va pas être le yen japonais, ça va littéralement être le dollar américain. Ok, donc j'ai décidé d'acheter le dollar américain sur les 61% de Fibonacci, sachant que j'avais aussi des idées acheteuses dollars macroéconomiques. Cependant, là, le driver change et switch complètement. La macroéconomique, tout le monde s'en fout et on passe vraiment sur un driver uniquement géopolitique. Donc, j'ai eu un petit facteur chance dans ce trade, c'est que, alors je ne sais plus exactement quand c'est, mais je dirais que c'est sur ces niveaux-là, c'est que la SNB a menacé d'intervention sur les marchés financiers. Donc, la SNB, ça va être la Banque centrale suisse, qui a menacé une intervention sur le franc suisse, ok, parce que le franc suisse est trop fort et ça pénalise les exportateurs suisses. Donc, ils ont menacé et le franc suisse en général a perdu énormément de valeur et donc dollar suisse a explosé. Et je suis sorti de cette position le 6 mars, donc juste avant le week-end, parce que sur ce genre de cas de figure, il ne faut jamais garder un trade de week-end. C'est un pile ou face. C'est-à-dire que pile, là dans mon cas, pile, la guerre continue et c'est dans mon sens. Face, la guerre s'arrête, c'est absolument pas dans mon sens et je me fais découper. Okay, et en plus de ça, de mémoire, on avait les NFP, donc j'avais préféré out avant le week-end et c'était pas plus mal. Maintenant, si on regarde la deuxième position, ça va être une position sur Euro GBP. Donc Euro GBP qui était une position justement pour spéculer sur rien. Parce que l'euro et le pound sont extrêmement corrélés de par leur situation géographique, de par leur situation commerciale et en plus de par leur indépendance au sentiment du risque. Soit l'euro ou le GBP, aucun des deux ne réagit au sentiment du risque. Certes, l'euro se déprécie plus quand le dollar monte à cause des flux entrants sur la paire euro-dollar. Cependant, il n'y a pas un réel impact extrêmement fort. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un short sur euro-pound parce que tout le stir market était en train de repricer un maintien ou des hausses de taux d'intérêt pour les deux banques centrales ici, donc la BCE et la BOE. Cependant, quand on va regarder au niveau des rendements à 10 ans, on voit que les rendements à 10 ans anglais sont beaucoup plus intéressants que les rendements à 10 ans européens. Okay, rien que les taux d'intérêt anglais sont à 3,75%, les taux d'intérêt européens sont à entre 2 et 2,15%. Okay, donc on a vraiment cette différence qui m'a fait penser qu'on allait voir plus d'acheteurs de pounds que d'euros. Donc, j'ai décidé de shorter la paire de manière assez facile
On a break cette trendline, je suis rentré au retest. Et ensuite, le prix a déroulé. J'ai trail mes stops au fur et à mesure et je me suis fait sortir ici. Et de mémoire, je suis sorti avec un profit de 2,1 ou 2,2 R. Ensuite, on a eu Eurocad. Eurocad, une nouvelle fois, hein, il y a toujours les dates ici. Donc, le 16 mars, je suis rentré sur Eurocad le 16 mars parce qu'on voyait souvent un schéma type. Ça veut dire qu'en début de semaine, on voyait du risk-on. Le week-end était passé, les investisseurs n'étaient pas tant déçus que ça du week-end. Et par contre, à partir de jeudi, voire vendredi matin, on voyait du risk-off parce que les investisseurs commençaient à se protéger à l'approche du week-end. Donc, ça faisait un petit peu un schéma début de semaine, fin de semaine. Ok. Et ça, j'avais pu le remarquer. Et donc, je savais qu'en début de semaine, Eurocad avait potentiellement de fortes chances d'augmenter, surtout que l'euro s'était déjà fait un petit peu massacrer sur les marchés financiers, avait perdu énormément de valeur. Et le CAD ne réagissait beaucoup moins à sa corrélation normalement avec le pétrole. C'est-à-dire que le CAD qui devrait prendre énormément de valeur durant ce conflit ne réagissait plus quand le pétrole augmentait. Okay. Donc c'est pour ça que je me suis penché sur Eurocad et pas sur Euro-dollar par exemple. Donc sur Eurocad, une fois de plus, qu'on voyait, hein, c'était assez facile. Le pétrole créait des nouveaux plus hauts assez régulièrement. Et par contre, lui, le CAD, par rapport à l'euro, n'en créait pas. Okay. On avait un plus bas ici, un plus bas ici. Et là, on fait entre guillemets un échec de plus bas. Donc concrètement, il y a cette trendline juste ici. Mon idée, c'est de rentrer au break et potentiellement de rajouter un add-in au niveau du retest. Ce qu'on a vu par la suite, c'est qu'on est venu me retest 2 fois. Mais ces 2 fois-là, j'étais sûrement en train de dormir. Quand on voit les horaires juste ici au début du 17 et au début du 19, j'étais potentiellement en train de dormir, c'était en pleine nuit. Donc, je suis resté en demi-risque et donc ce trade a littéralement déroulé. Et mon idée que j'avais un petit peu à la base était bonne. Et donc, je suis sorti avec un profit de 3,30 ou 3,40 R. Maintenant, si on regarde sur Swiss Yen, c'était un trade pour justement éviter le sentiment du risque. Ok. Parce qu'une fois de plus, le franc suisse et la Suisse et le Japon sont des économies qui font office entre guillemets de valeur refuge. Ça veut dire que leur devise rassure les investisseurs et quand tout se passe mal, on va mettre de l'argent en Suisse ou au Japon. Cependant, avec le conflit qu'on voyait, la Suisse et le Japon, ça va être des importateurs nets d'énergie. C'est-à-dire qu'ils n'importent plus d'énergie qu'ils n'en exportent. Okay. Donc, ils sont les premiers impactés, ils sont en première ligne de cette crise énergétique et donc du conflit au Moyen-Orient. Donc, les valeurs refuges se sont transformées en devises complètement normales et se sont fait, entre guillemets, déchirer aussi. On a vu le yen japonais perdre énormément de valeur, le franc suisse, lui, perdre aussi de la valeur moins fortement que le yen japonais. Donc, j'avais potentiellement une idée d'aller shorter la paire Swissy-Yen. Donc, acheter du yen pour vendre du franc suisse pour des raisons aussi un petit peu politiques monétaires où à ce moment-là, donc c'était le 16 mars aussi, on voyait potentiellement la BOJ qui aurait pu resserrer ses taux dès le mois d'avril. Il y avait quand même beaucoup de rumeurs, il y avait certains mouvements intéressants là-dessus. Et moi, ça me paraissait aussi intéressant de prendre ce trade-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, alors j'avais plusieurs ordres de souvenirs. J'avais un sur les 61% de FIBO aussi. On est venu me déclencher aux 50. On est parti, on est revenu, on est reparti. Et j'ai clôturé ici à l'approche du week-end. On devait être le vendredi. Et comme d'habitude, je ne garde pas de trade le vendredi. Maintenant, depuis le début du mois d'avril, où c'était encore à peu près tradable, j'ai pu prendre une position sur Aussie Kiwi. Donc Aussie Kiwi qui me paraissait assez intéressant, où on voyait quand même un léger retour au risk-on. Et on sait que AUD, donc le dollar australien, est une devise valeur, enfin, est une devise risk-on et le NZD aussi. Cependant là, pour moi, il y avait beaucoup plus de raisons et de facteurs qui me permettaient d'entrer sur l'AUD que sur le NZD, donc soit fondamental ou géopolitique. Ok. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans un genre de range. On bute, on bute, on bute ici, on bute ici, on bute, et là on casse. Et donc mon objectif, c'était de rentrer sur les 50% de Fibonacci. Ce qu'on a vu derrière, c'est qu'on est venu me déclencher sur les 50% de Fibonacci. Ensuite, donc c'était de la plus petite time frame, mais on voyait une autre résistance qui s'était créée juste ici. Et je suis re-rentré avec les 50% restants, un add-in, parce que j'étais rentré qu'avec un demi-risque juste ici. Et ensuite, on a déroulé et j'ai clôturé ce trade-là une nouvelle fois à l'approche du week-end. Si on regarde juste ici, ah non, on peut pas voir les week-ends en bas. Mais en tout cas, on approchait d'un week-end et j'ai essayé de clôturer pour pas laisser ce risque courir durant le week-end. Maintenant, la dernière position que j'ai pu prendre en date, c'est une position sur le Nasdaq qui est très très récente. Ok, elle date du 13 avril. Et pour moi, c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris. Alors, c'est pas qu'il y a un problème,
mais que les indices boursiers n'étaient plus un bon moyen de trader le conflit au Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que quand on regarde la situation, si on dézoome un petit peu, juste ici, on voit que toute cette hausse-là, elle est due à des rumeurs, à des spéculations sur une fin de conflit, Donald Trump qui rassure les marchés et beaucoup de choses. Et ça se comprend complètement parce que les marchés financiers sont un forward-looking mechanism. Donc, ils vont toujours essayer de pricer ce qui va arriver dans le futur. Dans le futur, et quand ça arrive, il y a aucun mouvement. Okay. Donc, pour moi, cette hausse, elle n'est pas spécialement grave ou inexplicable. Ce qui devient inexplicable, c'est ce genre de mouvement. Ça veut dire qu'on n'a aucune bonne nouvelle, ou alors toutes les bonnes nouvelles sont intégrées dans le prix, donc dites priced in, et pourtant, les indices boursiers continuent toujours d'augmenter. Ok. Donc mon idée, moi, ça avait été de short le Nasdaq sur ce gros mouvement, rentrer sur les 50% de Fibonacci pour play, pas un retour risk-off, mais peut-être une prise de profit des investisseurs et surtout un petit peu de vendeurs. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est l'inverse. On a vu des acheteurs parce que, alors de mémoire, c'était quand? C'était la journée où je me suis fait stopper 40 minutes plus tard. C'était parce que l'Iran a annoncé qu'il serait probablement présent au Pakistan pour un second round de pourparlers. Et donc, directement, c'est positif pour les indices boursiers et les gens achètent. Ok. Donc là, ça a été ça a été la seule position perdante de mon mois d'avril. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que les indices boursiers, du coup, ne seraient plus intéressants pour trader le sentiment du risque et le conflit. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, le S&P 500 a explosé et actuellement est en range. Et même vendredi, il a cassé la borne haute de son range. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il peut casser? Qu'est-ce qui fait qu'il range? Et pourquoi surtout il ne baisse pas? Parce que les gens ne vendent pas. Ça veut dire que les indices boursiers sont toujours en tendance haussière. Les indices boursiers sont soutenus. Il y avait une étude sur le Financial Times qui révélait que c'était peut-être même les retail qui soutenaient les indices boursiers parce que dès que ça baissait, il y a énormément de retail, donc des gens comme vous et moi qui ne travaillent pas en banque, en institution ou en hedge fund, qui vont acheter des actions parce qu'elles leur paraissent intéressantes. Okay. Mais là où, en tant que trader à court terme, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas un problème, mais qu'il y a un petit décalage, c'est quand on va comparer donc avec le pétrole. Donc, si on regarde avec le pétrole, on voit que depuis le 20 avril, donc le S&P 500 est en range. Donc, ça veut dire que il y a ni trop de vendeurs ni trop d'acheteurs, mais au vu du sentiment du risque et du cas et du conflit actuel, ça me semble spécial que le S&P 500 range. Donc, je me penche vers le pétrole pour regarder si lui aussi est range. Ce qu'on voit sur le pétrole, c'est un schéma complètement différent. C'est-à-dire que le pétrole, lui, reprend en valeur, ok, à cause donc de la fermeture des Détroit d'Ormuz. Parce que pour moi, fondamentalement, la situation dans laquelle on était ici et donc on est ici maintenant, c'est exactement la même. Ce qu'on a en plus, c'est un round de pourparlers et probablement un deuxième, ok? Et c'est ça qui a fait prendre 12 voire 13% aux indices boursiers américains. Maintenant, fondamentalement, ça reste pareil. Et c'est pour ça que pour moi, si vous voulez trader le sentiment du risque, donc bien sûr, au vu du contexte actuel, c'est un petit peu la seule chose qu'il y a à faire. Il faut plus pencher sur les indices boursiers américains. En tout cas, pas à court terme, ok? À court terme, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, le pétrole, lui, reste un très bon indicateur de ce qui se passe au détroit d'Ormuz. Ça veut dire qu'on a souvent des gros mouvements baissiers, donc grâce à Donald Trump, grâce au gouvernement américain en général. Et ensuite, en fait, les marchés comprennent qu'il n'y aura pas de suivi. Ok, donc ils repricent un pétrole plus fort. Et là, ça reste intéressant d'aller jouer, entre guillemets, une continuation de conflit et une paralysie du détroit d'Ormuz. Parce que si on regarde donc sur les paires sentiment du risque, que ce soit risk-on, là je me suis concentré sur le risk-on, bien sûr elles font office de risk-off aussi. Si on regarde sur OZN, donc on voit que OZN, donc AUD qui est risk-on et yen qui est risk-off normalement, et Aussie dollar, AUD risk-on et dollar risk-off, on voit que ces deux paires range. C'est-à-dire typiquement, il n'y a aucun mouvement, et ou en tout cas aucun mouvement tradable. Et en aucun cas, c'est intéressant pour nous en tant que trader à court terme d'aller se pencher sur ce genre d'actifs ou en tout cas d'envoyer du volume et d'envoyer de l'argent sur ce genre d'actifs où c'est un petit peu du ping-pong. On se renvoie la balle. Ce genre de choses, c'est jamais agréable à trader. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Avant que la vidéo se termine, j'aimerais te donner 2-3 conseils qui pourraient potentiellement être intéressants jusqu'à la fin de ton mois d'avril. Le premier, ce serait de gérer tes risques. Là, on est dans une situation, alors je dirais pas qui est extrêmement rare sur les marchés, parce qu'elle a eu lieu il y a même pas un an, mais dans une situation où si tu gères pas tes risques, tu peux vite te faire allumer. Et donc ça, c'est jamais agréable de se faire allumer, surtout à cause d'un conflit au Moyen-Orient où tout va très vite.
Mon deuxième conseil, ce serait vraiment de trier. C'est-à-dire que, imaginons que tu as 5 positions ou 5 paires en watchlist potentielles, n'en prends qu'une. Prends-en qu'une ou prends-en deux, parce que la gestion en conflit, elle est beaucoup plus forte. Si tu as 5 trades en cours et il se passe un truc où tout bouge, là, tu vas vite te rendre compte que tu viens de faire de la merde parce que c'est extrêmement compliqué à gérer 5 trades à cause d'une seule news où tout va très vite. Parfait. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je te souhaite une bonne semaine de trading.